Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Dans cette vidéo, en plusieurs parties, on vous propose un cocktail d'anecdotes incroyables que des superstars ont racontées au fil des années. Et vous allez vraiment halluciner. Vous découvrirez les coulisses surprenantes de la création du clan de la Nexus. Pourquoi c'était important pour un des officiels d'exposer le bois qu'il y a sous le ring ce jour-là. Et l'explication précise du licenciement de Daniel Bryan les jours suivants. Vous apprendrez ce que l'Undertaker pense de CM Punk, les différences selon Big Show entre Vince McMahon et Tony Khan, le patron de la AEW, mais aussi comment Rey Mysterio a changé la vie de Cody Rhodes. Vous êtes bien sur Johnny Catch, le cocktail de folles anecdotes racontées par les superstars, siroté. Sur la création de la Nexus, déjà, il faut savoir qu'on était 8 rookies de la saison 1 de l'émission NXT. Tout ce qu'on nous a toujours dit, c'était que le gagnant aurait un contrat à la WWE. Et que les 7 autres, aucune idée. On s'attendait à ce qu'il se fasse virer et renvoyer d'où il venait. Ou au mieux, qu'il soit envoyé dans le club école de la compagnie, où il développerait un nouveau personnage pour ensuite repartir sur la route. Quand j'ai gagné NXT, j'étais très heureux. Parce que je savais que j'avais gagné le contrat. Donc que quoi qu'il arrive, je débuterai à Raw ou à SmackDown en tant que superstar de la WWE. Je me disais que j'allais avoir une opportunité. Les autres gars étaient inquiets de ce qui allait leur arriver. Et moi aussi, parce que j'étais devenu ami avec eux. Quelques jours après avoir gagné la première saison de NXT, je suis rentré chez moi. J'étais évidemment heureux. Je célébrais ça avec mes proches. Puis j'ai reçu des documents pour aller au prochain enregistrement de Monday Night Raw qui allait avoir lieu à Miami. Puis j'ai appris que les autres gars les avaient aussi reçus. Donc on allait revenir à Raw tous les 8. On savait pas pourquoi. Personne nous a rien expliqué. On arrive là-bas et on nous laisse même pas entrer dans les vestiaires. Je disais que j'étais une superstar de la WWE maintenant, que j'avais le droit d'aller dans les vestiaires. Mais on me disait que non, qu'il fallait qu'on reste dans le couloir. C'était interminable. Je catchais depuis 6 ans à ce moment-là. Mais bon, d'accord, je suis toujours un rookie. Juste avant le début du show, quelqu'un vient me donner le texte d'une promo en me disant que Vince McMahon venait de l'approuver. Qu'il voulait que j'aille devant une caméra pour aller tourner une interview en coulisses. L'intervieweuse allait me poser des questions sur mes objectifs et sur ce que je comptais faire maintenant que j'étais à la WWE. C'était une promo très générique. J'ai réussi à devenir une superstar de la WWE. Je suis Wade Barrett et je vais arriver au top de la compagnie. Une promo classique pour un gars nouveau. Je l'ai faite, pas de souci. Je retourne dans le couloir et je me dis que c'était sûrement la seule chose que j'aurais à faire de la journée. À ce moment-là, John Laurinaitis, un des officiels, m'a emmené avec les autres rookies pour aller voir Vince McMahon. Je me disais que c'était bizarre, parce que pendant le show, Vince est toujours assis en gorilla position et contrôle tout le show. Il regarde tout, les matchs, il a le casque, il surveille la durée de tout, il parle à l'arbitre, il parle aux catcheurs quand ils reviennent en coulisses. Donc le fait qu'il ne soit pas assis en gorilla position était très inhabituel. Il était dans son bureau, et quand on arrive dans le bureau de Vince, il y a aussi Triple H, 2 des scénaristes principaux, tous les agents qui s'occupent des matchs, comme Arn Anderson ou Dean Malenko. Je trouvais ça très bizarre. Moi je me dis qu'on est sûrement dans la mouise, qu'on a dû faire une bêtise, qu'on allait se faire crier dessus. En plus, à ce moment-là, on avait l'habitude de se faire crier dessus. Mais Vince nous parle et nous dit que c'est une opportunité énorme pour nous, que ça va être quelque chose de marquant. Il dit qu'il veut qu'on aille attaquer John Cena à la fin du show et qu'on tatane tout. Il voulait qu'on porte tous ces brassards avec la lettre N, sans nous donner la moindre explication. On n'avait aucune idée qu'on s'appellerait la Nexus. Il me dit que d'abord j'y vais moi, puis que tout le monde me rejoint. Et que là, on doit tout détruire. Massacrer le ring, la table des commentateurs, frapper les personnes de la sécurité, l'arbitre, le commentateur Jerry Lawler, le speaker Justin Roberts. Mais l'étranglez pas avec une cravate. Ça, il l'a pas dit, mais il aurait dû. Il disait que de toute manière, tout le matériel serait remplacé la semaine suivante. Donc on pouvait faire le maximum de dégâts possible. Il n'y avait que 2 règles à respecter. Ne pas attaquer la moindre personne du public.
Je pense pas qu'il avait besoin de nous le préciser, mais il l'a fait. Et aussi, ne pas toucher aux caméras. À la WWE, les caméras sont de haute définition, donc elles valent toutes plus de 100 000 dollars. Et il fallait pas y toucher, parce que Vince voulait pas perdre autant d'argent. On va pour aller au ring, et juste avant que j'y aille, Finlay, un des agents les plus importants, me prend à part et me dit que quoi qu'il arrive, la seule chose que je devais lui garantir de faire, c'était d'enlever la toile bleue du ring, de la déchirer pour qu'on voit les planches en bois qui sont en dessous. Je crois que beaucoup de personnes pensent qu'un ring de catch, c'est comme un château gonflable, un lit ou quelque chose comme ça. Alors que pas du tout. C'est principalement des toiles par-dessus du bois. Ça fait mal quand tu atterris dessus. Pour moi, c'était bizarre que Finlay me demande ça. Je comprenais pas. Je trouvais que c'était une requête bizarre. En tout cas, on y va, on tatane tout, les spectateurs sont choqués. Je fais ce que Finlay m'a demandé de faire. On va pour retourner en coulisses. Je vois une femme au premier rang qui essayait de grimper par-dessus la barrière parce qu'elle voulait se battre contre moi. J'ai réalisé qu'elle était âgée et qu'en fait elle n'était pas capable d'escalader la barrière. Donc que j'étais tranquille. On est rentré en coulisses et on savait qu'on avait fait du bon boulot. Le show était terminé. On avait l'adrénaline. On arrive et il y a tous les autres catcheurs qui sont encore là et qui nous applaudissent comme si on avait fait quelque chose de miraculeux. On trouvait ça bizarre parce qu'en temps normal, ces personnes ne nous serreraient même pas la main. Mais ensuite, j'ai réalisé l'impact que ça avait eu. Vince McMahon est super content, Triple H aussi, les scénaristes aussi. Puis on a revu les images de ce qu'on avait fait. Ils nous ont montré des réactions dans le public. Et les spectateurs avaient l'air sincèrement terrifiés. Comme si c'était quelque chose qu'ils avaient encore jamais vu. Et là, j'ai compris pourquoi Finlay voulait que je fasse en sorte qu'on voit le bois sous le ring. En tant que catcheur, on a l'habitude de voir des rings qui ne sont pas complètement installés. Quand t'es sur le circuit indépendant par exemple, tu fais pas que catcher, tu fais aussi l'installation et la désinstallation du ring. Moi, j'ai fait ça des milliers de fois. Tout chargé dans le camion à la fin du show quand t'es fatigué. J'ai fait ça toute ma carrière. Heureusement, après ça, je crois que j'ai plus jamais eu à le faire. C'était sûrement la dernière fois que je voyais un ring dans cet état-là. Mais ça, c'était quelque chose que le public et les téléspectateurs n'avaient encore jamais vu. C'était la première fois que la vaste majorité des millions de spectateurs de la WWE à travers le monde voyaient un ring qui n'était pas parfaitement installé et réalisaient que c'était pas un château gonflable, mais qu'il y avait du bois, que c'était dur. Ça a renforcé encore plus le côté dévastateur de ce qu'on avait fait. Ça nous a vraiment beaucoup crédibilisé. Et à partir de là, on était parti. On est passé d'une bande de rookies stupides à ce clan terrifiant de tueurs, qui faisait légitimement beaucoup réagir les fans, ce qui est presque impossible à notre époque. Quand on a appris que la WWE avait viré Daniel Bryan, un des rookies, pour avoir étranglé Justin Roberts, on était surpris, parce qu'on l'a appris que 3 jours plus tard. Je crois qu'ils l'ont viré 3 jours après ce Raw, et on l'a appris que par l'intermédiaire de Twitter. Parce qu'en rentrant en coulisses après le show, tout le monde nous avait serré la main. Personne n'avait dit quoi que ce soit sur ça à Daniel Bryan. Ce qui est marrant, c'est que Daniel Bryan n'est pas passé par tout ce qui est formation. Il a catché sur le circuit indépendant, au Japon. Il n'avait pas eu le même entraînement que les 7 autres rookies. Nous, étant donné qu'on était déjà passé par la formation, on savait déjà que les 2 choses qui étaient interdites, c'était de cracher et d'étrangler. C'est 2 choses qu'il ne faut surtout pas faire parce que Vince les déteste. Et c'est les 2 choses que Daniel Bryan a décidé de faire ce jour-là, pendant l'attaque de la Nexus. Il a étranglé Justin Roberts avec sa cravate et il a craché sur John Cena. Ce jour-là, ne pas être passé par la formation lui a coûté. C'était bête de le virer pour ça, mais je crois qu'un des sponsors principaux de la WWE s'était plaint en disant qu'ils n'avaient pas aimé à quel point c'était terrifiant, qu'ils ne voulaient pas être associés à ce genre de produit, qu'ils voulaient que la WWE agisse en conséquence. Et le seul moyen pour Vince McMahon de réagir à ça, c'était de virer Daniel Bryan. On se sentait mal pour lui, parce qu'on était proche de lui. Mais encore une fois, jusqu'à ce moment-là, on avait été traités comme des moins que rien. On n'était même pas autorisés dans les vestiaires, donc on savait qu'on était en permanence à un cheveu de se faire virer.
Donc pour nous, c'était moins choquant d'apprendre ça que pour le public. C'était super de travailler avec CM Punk en 2013. Je suis très fier de ce match qu'on a eu à WrestleMania 29. On s'était assis et on avait réfléchi à des idées. C'était cool. J'avais aucune animosité vis-à-vis de CM Punk. Il a toujours été axé business avec moi. Et j'espère l'avoir été avec lui. On m'a dit que soi-disant, j'étais énervé contre lui. Les réseaux sociaux. On me l'a dit, parce que je ne lis pas les commentaires. Je suis pas du tout comme ça. Apparemment, je l'aurais battu pour mettre fin à sa mise en avant. Mais si ces personnes me connaissaient vraiment, c'est totalement faux que soi-disant je n'aimerais pas CM Punk. Il a été cool avec moi, et c'est tout ce qui compte. Le business, c'est le business. C'est quelque chose que j'ai appris de Vince McMahon. Tu dois toujours faire ce qui est le mieux pour le business. Je me soucie pas de ce que peuvent penser des personnes qui connaissent rien à ce business. Certains croient qu'ils sont des experts alors qu'ils savent vraiment rien. Je n'ai jamais eu aucun problème avec CM Punk. Vince McMahon, Tony Khan et Eric Bischoff sont trois patrons uniques et complètement différents. Le point commun qu'ils ont, c'est la capacité à manager beaucoup de gros égos. Quand tu es dans une telle position, tu dois savoir gérer ces égos et avoir une vision claire de ce que tu veux. Je pense que Vince McMahon était une force très solide quand tu as affaire à lui. Tu devais faire les choses comme Vince le voulait. Tu pouvais essayer de discuter avec lui, mais Vince avait sa vision à lui de comment quelque chose devait être fait. Et quand il te transmettait l'information, il y avait très peu de place pour débattre dessus. Si tu présentes de bons arguments, les choses peuvent changer. Chris Jericho est un des meilleurs que j'ai vu de ma carrière pour communiquer à Vince comment lui voulait faire les choses. Une de mes périodes préférées de ma carrière, c'était d'être en équipe avec Chris, parce que j'avais jamais besoin d'aller faire du lobbying en coulisses ou d'aller me disputer à propos de segments, parce que c'est Chris qui faisait tout ça. Il avait cette détermination pour voir sa vision se réaliser. Tony Khan est différent, dans le sens où il a sa vision, mais il a aussi beaucoup la valeur de ce que tu fais, de tes efforts. T'as l'impression que Tony grandit avec toi. Ses compétences de management sont différentes. Lui, il place toujours les êtres humains avant tout. Eric Bischoff, à l'époque de la WCW, savait aussi ce qu'il voulait, et il comprenait vraiment bien comment saisir une opportunité. C'était ça sa spécialité. Vince McMahon avait cette capacité de tout mettre en mouvement pour que tout ce que toi tu avais à faire, c'était de remplir ton créneau. Il avait son plan, sa vision. Je me rappelle que Vince avait un livre et qu'il savait avec qui tu allais travailler pendant les 12 prochains mois, avec qui tu allais avoir des rivalités pendant un an. C'était un environnement très structuré à la WWE. Avec Tony Khan à l'AEW, c'est plus une question de contribution. Comment je peux faire en sorte que ma personnalité et ce que moi je veux faire aillent avec ce que Tony veut faire, avec ce dont l'AEW a besoin. Il reste le patron, mais je dirais que c'est un environnement plus facile pour échanger et pour présenter tes idées. Parfois, avec Vince, vu que ça fait tellement longtemps qu'il est dans le catch, il a une vision de ce qui marche selon lui. Et c'est lui le patron qui signe l'échec. Donc on fait sa vision et c'est comme ça. Donc si tu as une idée qui est contraire à la vision de Vince, il y a intérêt à ce que ce soit une très bonne idée. C'est déjà arrivé que je parle de mes idées à moi. Elles pouvaient être bien et il pouvait les comprendre. Mais j'ai très rarement réussi à le faire changer d'avis sur quoi que ce soit. On en arrivait toujours à un point où je me disais qu'il sait probablement ce qui est le mieux. Tony, lui, tire profit de mon expérience et de ce que j'ai pu faire dans ma carrière, et apprécie ma contribution sur nos shows, sur la progression des talents. Et je comprends ce que Tony veut construire, et cette synergie me stimule. C'est un environnement incroyablement positif pour travailler. Eric Bischoff, lui, dans cette époque folle de la guerre du lundi soir pendant l'Attitude Era, était un gars qui faisait tout ce qu'il pouvait avec le pied au plancher. On allait dans une direction et il allait à fond. C'était une période géniale. On a pu faire exploser des voitures et faire plein de choses folles pendant l'Attitude Era.
Mais le business change et évolue. Cette énergie qu'il y avait pendant l'Attitude Era, je l'ai ressentie à nouveau avec la venue de CM Punk à l'AEW. En tout cas, c'est une belle époque pour être fan de catch. Je pense que parmi les catcheurs, il y a des gars qui sont juste là pour être payés, et d'autres qui se soucient de tout ce qui est créatif. Personnellement, je me suis fixé une règle après WrestleMania 25 à Houston. Je ne serai plus jamais dans les emplacements pour les familles des catcheurs. C'est là où tu es quand tu n'as pas de match. Et après avoir eu mon match triple threat au WrestleMania suivant, avec Randy Orton et Ted DiBiase, je me suis dit que je ne serai plus jamais dans un match triple threat à WrestleMania. Je me suis dit que le prochain, je serai dans un match solo. Je me suis vraiment sincèrement fixé cette règle. C'est comme le Super Bowl. Tu dois être bon toute l'année pour faire partie de WrestleMania. Et WrestleMania 27 à Atlanta, ça a été le premier match de ma vie en solo dans un pay-per-view. J'ai eu la chance que ce soit à WrestleMania. Toute l'année, c'est à ça qu'on pense. Je me rappelle qu'un jour, j'étais assis près du ring. Mon personnage de Dashin Cody Rhodes était plutôt en fin de cycle. D'un côté du ring, il y avait une discussion sur pourquoi je mettais pas de genou hier. Et de l'autre, il y avait Rey Mysterio, qui m'a appelé et fait signe de venir. J'étais content. C'était quand même Rey Mysterio. Il m'a demandé si quelqu'un m'avait déjà parlé de WrestleMania. Je lui dis que non. Il me dit qu'il avait réfléchi et qu'il voulait travailler avec moi. Je dis « Oh, ok ». À ce moment-là, il y a Dean Malenko, qui était toujours avec Rey, un peu comme si c'était son père ou son garde du corps, qui est venu me demander si on avait parlé ensemble avec Rey. Je dis que oui, qu'on parle de WrestleMania. Rey me dit « Hey, donne-moi ton numéro. Par contre, je veux que ce soit toi qui trouves les idées, parce que moi, je suis pas intéressé. » Je dis « Ok, je vais avoir des idées. » C'était des mois avant WrestleMania. Alors j'ai écrit une sorte de manifeste. J'étais hyper enthousiaste. J'étais resté debout toute la nuit. J'ai mis un texto à Rey, mais il m'a pas répondu. Je lui ai remis un autre texto, toujours pareil. 2 semaines plus tard, il m'a toujours pas répondu. Et on arrive dans une arène à Tulsa, dans l'Oklahoma. J'arrive et je vois Rey. Rey, il s'habille bling bling. Il avait des chaussures Louis Vuitton, un pantalon à cuir Louis Vuitton. Pas tout le monde peut porter ça. Mais lui, ça lui va. Il me dit « Hey, Cody !» Je vais le voir. Et là, il donne 3 gros coups à une porte. Et je vois que c'est le bureau de Vince McMahon. Moi, en général, si je vais dans son bureau, je toque doucement. Je suis timide et très sage. Alors que là, Rey ouvre la porte en la poussant avec son pied. Vince est un peu pris par surprise. Et là, Rey lui dit « Hey, j'ai réfléchi à mes adversaires à WrestleMania. Et je veux travailler avec Cody. » Vince dit « Ah ouais, t'as une idée ?» Et moi, je l'avais cette idée. Et je pense que Vince était énervé que j'en avais une. Je lui donne ce que j'avais écrit. Il met ses petites lunettes, il jette un œil, puis il dit « Ok, WrestleMania. Le match va être vraiment bien, pas vrai ?» Rey dit « Ouais, ça va être super. » Et si Rey avait pas fait ça, rien ne serait arrivé. Je sais pas pourquoi Rey m'a fait tellement confiance dans cette situation. D'un autre côté, tout ce que j'avais imaginé devait vraiment se passer. Les ajouts de Vince McMahon par rapport à toute l'idée de Undashin Cody Rhodes et du masque, qui était censé être un mélange entre le fantôme de l'opéra et American Psycho, c'était qu'il voulait que je mette des sacs en papier sur les têtes des autres. Je trouvais ça super. Quand j'arrivais dans les arènes, je voyais des employés découper les yeux dans les sachets en papier. En général, je mettais ces sacs sur 6 personnes, et elles avaient toujours l'air tellement malheureuses. En tout cas, c'est grâce à Rey, et c'est le meilleur. Dans la prochaine partie, vous découvrirez comment Edge a fait la seule intoxication alimentaire de sa vie le jour où, comme par hasard, il est allé chez les parents de John Cena. Ce que Vince McMahon a dit à son bras droit après avoir découvert les images originales de la vignette avec Edge et le père de Cena. Mais aussi, comment Chris Jericho a vécu la première chute de sa vie sur des punaises quand il a affronté Dean Ambrose. Et comment une plante qu'ils ont volée ensemble est devenue le centre de l'attention dans un de leurs segments. Vous apprendrez comment CM Punk a réagi quand The Rock l'avait appelé pendant l'enregistrement d'un Monday Night Raw en 2014. Et à quel point leurs méthodes étaient complètement opposées au moment où ils avaient travaillé ensemble en 2013. Qui est l'adversaire que Kurt Angle a toujours rêvé d'affronter sans jamais avoir pu le faire?
Et même, pourquoi l'Undertaker a été la seule personne à qui Shawn Michaels voulait parler le lendemain du Montréal Screwjob. En tout cas, vous avez pu apprécier toutes ces anecdotes mémorables. On pense notamment aux origines de la Nexus, où Wade Barrett et ses collègues ont vraiment tout appris à la dernière minute. À Big Show, qui affirme que Vince McMahon sait les adversaires qu'un catcheur va avoir les 12 mois suivants. Ou encore à Rey Mysterio, qui a laissé Cody Rhodes écrire toute leur storyline pour WrestleMania 27. Et tout ça me fait vous poser une question. Quelles sont les anecdotes ou les déclarations qui vous étonnent le plus dans ce cocktail ? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous avez été marqué par les débuts de la Nexus, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront, on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.